Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout le monde va bien, que le confinement se passe toujours pour le mieux. Je suis Guillaume Carlier, donc responsable du contenu innovation pour Propel. Ravi aujourd'hui de vous retrouver à nouveau. Les Daily Talk, normalement, c'est tous les jours à 16 heures, 30 minutes de présentation. Aujourd'hui, un format très particulier. On se retrouve à 14 heures avec une équipe un peu plus importante que d'habitude. Et voilà, donc pour parler d'immobilier tertiaire avec Realize 3D, Bouygues Immobilier, Orange et Colliers. Et je vais tout de suite laisser la parole à Christian Grelier, qui va être aujourd'hui le maître des débats. Bonjour Christian. Bonjour et merci Guillaume. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur ce Daily Talk. Effectivement, on parlait de Real Planner. C'est quoi Real Planner? C'est un outil, vous allez voir, qui permet à la fois de commercialiser et de co-concevoir des espaces tertiaires sur des outils 3D. Alors, je pense que ce talk est vraiment d'actualité puisqu'on vient de passer une période de confinement un peu particulière où ces outils nous ont beaucoup aidés à la fois dans le résidentiel et dans le tertiaire. Et je pense que c'est un moment aussi charnière à la veille du déconfinement, puisque vous allez voir que ces outils vont certainement également nous aider pour préparer, aménager ces locaux qu'on va tous réinvestir prochainement, mais avec des mesures et des contraintes sanitaires qui vont nous imposer de les faire un peu évoluer. Donc je vous propose qu'on aborde ce talk en trois parties. Une première partie où on présentera cette solution Real Planner avec un des leaders du marché qui est Realize 3D, qui nous expliquera comment son outil répond à ces besoins-là. Donc là, je passerai la parole à la fois à Francesco, à Marie et à Cédric Juteau. Francesco, qui est le directeur commercial, et Cédric, qui est un des cofondateurs de Realize 3D. Ensuite, on ira sur du concret, des retours d'expérience. D'abord, avec un retour d'expérience de commercialisation avec Bouygues Immobilier. Donc là, je passerai la parole à Thibaut Vidal et à Hélène Poli. Et puis on terminera par une très belle opération d'ici les Moulineaux, qui est l'opération Bridge, le futur siège d'Orange, qui est en cours de construction, même si le confinement a peut-être un petit peu décalé le planning. Et là, on passera la parole à deux personnes de Colliers, Sophie Onheiser et Pascal Bruno, et bien sûr à la VP Marketing, Communication et Digital Orange, qui a piloté toute la co-conception des aménagements de cet immeuble, qui est Constance Capdena. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par parler de Real Planner, et je vais poser une question toute bête. C'est quoi Real Planner, Francesco? Bonjour à tous, merci Wim d'organiser cette session et merci à tous les intervenants d'être présents, d'avoir répondu présent pour présenter et témoigner de l'usage de nos outils. Alors, le Real Planner 3D, c'est effectivement avant tout un logiciel qui a été conçu en septembre 2016 et utilisé la première fois par le groupe ICAD pour la commercialisation d'un espace dans le 19e arrondissement, d'un immeuble de bureau pour être exact. Et il a été rapidement, en tout cas très vite, promu comme logiciel intéressant puisque au CIMI de 2016, il a été primé dans le cadre des nouveaux usages. Alors, qu'est-ce que le Real Planner? C'est un outil qui permet de simuler des aménagements en temps réel et en 3D directement sur votre ordinateur sans nécessité de problèmes de matériel puisque tous les calculs 3D sont faits sur nos infrastructures informatiques. Alors, il est doté d'un algorithme intelligent qui permet des propositions pertinentes aujourd'hui et encore plus demain, on le verra un peu plus tard, pour proposer à la volée des aménagements en fonction des contraintes de vos prospects et de l'utilisateur final. Alors, ce Real Planner, il a depuis 2016 eu beaucoup d'améliorations, notamment dans la partie graphique, puisque on améliore au quotidien le rendu, aussi bien par les techniques de modélisation, mais également dans la qualité de notre plateforme de streaming propriétaire. Mais il a également bénéficié de nombreuses fonctionnalités qui ont permis d'améliorer le service, d'améliorer l'usage et de répondre à des besoins de marché qui sont devenus de plus en plus pressants, tant en partie commercialisation que dans les nouveaux usages de la co-conception des espaces avec les collaborateurs. Alors, c'est un logiciel collaboratif puisqu'il est accessible au plus grand nombre et surtout, il est accessible aux profanes. Il ne nécessite pas de matériel, encore une fois, de logiciels spécifiques. Et puis, il propose effectivement de comprendre
et d'adhérer à un projet immobilier, que ce soit encore une fois en phase de commercialisation, puisque les directions immobilières doivent reporter à des directions, je dirais, les actifs qu'ils ont en visu. Et puis également pour les profanes, pour les utilisateurs finaux en phase de co-conception, pour permettre de comprendre les tenants, les aboutissants et d'adhérer au projet de l'entreprise de déménagement, puisqu'on sait très bien que c'est un projet souvent anxiogène et encore plus, encore une fois, dans cette phase-là. Alors, pour conclure, effectivement, sur cette présentation initiale du Real Planner, il est accessible, il est collaboratif, il est surtout évolutif, puisque notre modèle économique proposera, en tout cas dans les jours et les semaines qui viennent, une forme de licence. Et puis, il va pouvoir être utilisé à chacune des phases d'une opération immobilière. Et ça fait partie des éléments que je vais pouvoir présenter juste après. Et Francesco, en deux mots, les acteurs du parcours tertiaire à qui il est destiné? Alors, il est destiné en fait à chacune des phases d'une opération. Il va être destiné en phase marketing, en phase commercialisation, en phase conception et également en phase exploitation. Et je vous propose tout de suite de vous partager mon écran sur le sujet pour vous présenter tout ça. Alors, on parlait de phase justement. La réponse apportée par le portail SaaS, c'est effectivement chacune de ces phases. Je les ai réduites parce qu'on pourrait les subdiviser à l'infini vu le nombre d'intervenants, mais l'utilité du portail, c'est d'adresser aussi bien les promoteurs, les investisseurs, les asset managers, les commercialisateurs, les architectes, bref, tous ceux qui sont présents dans l'acte de construire. On va pouvoir effectivement en marketing avoir une expérience client fluide, des maquettes 3D qui sont accessibles sur tout support informatique connecté, une visualisation interactive à toutes les échelles, que ce soit du quartier ou jusqu'à l'intérieur de l'immeuble, quelque chose pour les agences de communication qui est facilement intégrable puisqu'on livre des URL, et puis une expérience digitale qui est unifiée en termes de marketing, aussi bien en local dans une marketing suite, c'est-à-dire sur un ordinateur non connecté à Internet, que sur le site Internet. Pour la commercialisation, on propose effectivement dans ce portail SaaS un portail de gestion des actifs en cours de commercialisation. C'est un portail qui se veut personnel, chacun a son espace, mais également collaboratif, puisqu'on peut partager effectivement des simulations, que ce soit avec des collègues pour un asset manager ou un promoteur, mais aussi avec des clients. Et donc, ces simulations peuvent être préenregistrées pour une réponse immédiate, mais également assurer une relation client pour amender en temps réel des aménagements avec des directions. Ce qui est important pour les commercialisateurs, c'est d'obtenir aussi des données relatives à l'utilisation des simulations en nombre de visites, en temps passé, ce qui permet d'avoir une idée un petit peu de l'appétence d'un prospect sur un actif donné. Enfin, bien sûr, l'algorithme, il va pouvoir proposer différents aménagements en fonction du contrainte de l'utilisateur, même s'il y aura des simulations préenregistrées, et avoir une relation pour ajuster avec son client ses problématiques et proposer des services dans des phases suivantes qui sont la co-conception et la conception des espaces pour l'utilisateur final. Alors, justement, dans la co-conception, on va pouvoir également proposer donc, ces outils d'aménagement qui sont itératifs et qui sont facilement accessibles à toutes les parties prenantes, et notamment en sachant, je dirais, les architectes qui vont s'approprier et qui s'approprient d'ores et déjà sur les actifs qu'on a en cours, par exemple avec un grand laboratoire pharmaceutique qui fait un projet sur le plateau de Saclay. Ils veulent piloter et ce laboratoire donne la main à son architecte, à cette plateforme pour pouvoir piloter de manière collaborative la conception. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'optimiser ces surfaces. Et notre algorithme aujourd'hui propose l'optimum en termes d'optimisation de surface en fonction des densités que l'on souhaite par espace. Et donc, tout ça est bien sûr paramétrable par lot, par niveau ou par immeuble. Alors, les ateliers de conception, sans doute Orange et Ecolears vous en parleront, mais c'est un outil didactique
vraiment qui permet à tout à chacun de s'approprier et de comprendre en temps réel les tenants et les aboutissants des choix d'aménagement intérieur qui sont réalisés, ce qui permet vraiment voilà, de comprendre des aménagements. Et puis aussi de remettre un petit peu la fonction et l'usage au cœur du processus décisionnel et être moins impacté par la technique qui jusqu'à aujourd'hui encore drivait et drive encore l'utilisation des espaces. Alors, l'outil est aussi un avantage énorme pour les utilisateurs finaux parce qu'ils doivent communiquer, ils doivent proposer des visites virtuelles accessibles à tout le monde, surtout quand les collaborateurs sont distants. S'ils sont distants, je prends le cas de ce laboratoire pharmaceutique, ils ont des implantations à Blois, des implantations à Paris, des implantations en région parisienne, et ils veulent proposer une expérience utilisateur unifiée à tout le groupe pour proposer, voilà, pour faire adhérer l'ensemble des collaborateurs à ce projet. Et puis, bien sûr, convaincre les IRP qui sont par nature méfiantes et qui, avec cet outil-là, voilà, c'est un gage de transparence pour l'utilisateur final dans le cadre de sa communication interne. Et enfin, je terminerai par la gestion et l'exploitation, c'est gérer au quotidien des déménagements, des réaménagements de sites d'importance, et bien sûr de communiquer avec les managers et les collaborateurs qui sont impactés par ces réaménagements, et puis de confronter les données d'usage avec les données issues de capteurs, puisqu'aujourd'hui, on est en capacité technique de confronter un aménagement qui aurait été réalisé avec le Real Planner et des données, ce qu'on appelle des heatmaps, c'est-à-dire des données d'usage d'un espace, et pouvoir améliorer l'aménagement de l'espace en fonction de l'utilisation réelle des données issues de capteurs. Et puis, bien sûr, c'est organiser des aménagements en fonction de l'utilisation des locaux. Voilà, c'est tous ces espaces-là et c'est tous ces avantages et cette promesse que notre portail SaaS porte pour chacun des acteurs de l'immobilier. Merci Francesco, c'est très clair, donc vraiment du marketing jusqu'à la gestion. Moi j'ai une dernière question. On va tous avoir des sujets de réaménagement alors, provisoire ou un peu plus durable de nos espaces, hein, pour prendre en compte toutes les contraintes de distanciation, de circuits de circulation dans nos bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous avez intégré déjà ces contraintes dans l'outil? Eh bien oui, en fait, nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pendant tout le mois d'avril et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous annoncer qu'à partir du 20 mai, notre algorithme et nos outils seront, je dirais, Covid compatibles. C'est un peu dur comme terme, mais en tout cas, elles vont permettre des outils d'aménagement, d'aménagement de distanciation sociale, et surtout notre algorithme prend en compte ces contraintes qui sont édictées aujourd'hui par le ministère du Travail, qui sont sorties il y a quelques jours seulement, mais on a d'ores et déjà intégré et ça fait partie effectivement de la réactivité d'une entreprise comme la nôtre de proposer des solutions évolutives en fonction du marché, en fonction des contraintes de nos clients et de proposer des services à haute valeur ajoutée. Merci Francesco. Donc c'est Francesco Amari est à votre disposition si vous avez besoin d'en savoir plus. Alors là, on a eu l'avis de l'éditeur et du concepteur de cet outil. On va demander maintenant peut-être l'avis de vos clients. On va commencer par Thibaut Vidal, qui est directeur région tertiaire Bouygues Immobilier, puis Hélène Poli, qui est responsable de projet tertiaire. Ils vont prendre, je crois, l'exemple d'une utilisation d'un projet sur lequel on a utilisé le Real Planner. Thibaut, tu me présentes peut-être l'opération? Alors en fait, ce qui est intéressant pour nous sur cet outil-là, c'est qu'on l'utilise actuellement sur deux opérations qui n'ont absolument rien à voir. Rien à voir pourquoi? D'une part, on l'a sur une tour qui est aujourd'hui en construction, une tour qui est située à Marseille, la tour Mirabeau, qui fait 22 000 m², avec toutes les contraintes spécifiques liées à un IGH. Et on l'utilise également sur une opération classique de région de 3 000 m² dans un parc tertiaire. Donc, on a deux projets qui sont complètement séparés et on utilise le même outil. Cet outil-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous apporte? Pour moi, le premier sujet, c'est un sujet de projection dans le neuf. J'ai longtemps travaillé dans l'immobilier résidentiel. On avait plutôt un peu plus d'outils de projection pour les clients. Et moi, j'étais assez séduit par cet outil de projection des utilisateurs. Pourquoi? Parce que, comme on le disait en introduction, on est aujourd'hui
on répond à des problématiques d'usage, à des problématiques de RSE. Et quand on parle de problématiques d'usage, on parle de quoi? De la transformation des organisations. Et souvent, quand on va dans un immeuble neuf, c'est pourquoi? C'est pour accompagner, c'est un levier d'accompagnement de la transformation de l'organisation. Et cet outil-là permet, nous on vend quoi? On vend quand nos clients viennent, généralement l'immeuble il est en travaux, il n'y a pas grand-chose à voir. On a le quartier, bien sûr, on a la ville, le quartier, on a les spécifications de l'immeuble, mais comment se projeter dedans et comment projeter l'usage en fonction de la stratégie de l'organisation. Et ce que je trouve très intéressant avec cet outil, c'est que ça permet à chaque entreprise, qu'elle soit publique, privée, quelle que soit sa taille, de pouvoir, en fonction de son ambition de transformation, pouvoir se projeter de manière rapide. Et derrière ça également, pouvoir projeter les collaborateurs, parce qu'on sait que ces sujets de transformation sont avant tout des sujets d'accompagnement au changement. Et donc, c'est le double levier à la fois, comment est-ce que j'arrive à répondre aux besoins et à la vision d'une entreprise, et comment est-ce que j'arrive également à accompagner les collaborateurs. Et par rapport à ça, je dirais il y a 3 outils de manière, au niveau commercial, de manière très simple. Un, c'est clairement, c'est différenciant. C'est différenciant, pourquoi? Parce que les utilisateurs qui le prennent en main deviennent acteurs du sujet. Normalement, on a des plaquettes, on a des films, on a des vidéos, ce sont des outils passifs. Là, on est dans un outil qui est immersif. Et il est immersif de manière très simple. Moi, j'ai été choqué la première fois que je l'ai utilisé de sa simplicité d'utilisation pour un prospect lambda. Et puis, évidemment, on est sur un sujet de modernité de l'outil qui correspond complètement aux attentes de nos clients. Je propose qu'on passe la parole à Hélène Poli, qui nous dise comment ça s'est passé sur une opération à Ouascal, Château-Blanc. Exactement. Donc moi, je suis responsable de l'opération de 3000 m² à Ouascal, où on est actuellement en période de recherche de locataires et donc où on a fourni cet outil à nos brokers. Alors, leur réaction a été très positive. Déjà parce que, comme le disait Thibaut, l'outil est différenciant et il change de ce qu'on leur fournit d'habitude pour agir. Beaucoup des brokers avaient déjà entendu parler de l'outil, mais aucun ne l'avait eu entre les mains. Et ils ont été vraiment contents d'avoir cet outil et d'avoir quelque chose d'actif et avec lequel ils puissent avoir une relation flexible avec les prospects. En fait, je pense que ça, c'est l'énorme avantage qu'ils ont avec le Real Planner. C'est que dans leur métier de broker, ils doivent s'adapter aux besoins des entreprises, ils doivent s'adapter au mode de communication des personnes de l'entreprise qu'ils vont avoir en face d'eux. Et le Real Planner permet de faire la même chose. C'est-à-dire que toutes les étapes que Francesco a présentées en fait, peuvent être personnalisées pour l'entreprise et pour le client. Donc, par exemple, chacun des brokers ont prévu de créer des simulations figées pour les envoyer à l'entreprise, aux prospects, pour les accrocher, pour leur donner envie et pour leur donner à voir quelque chose sur le projet. Dans une deuxième étape, ils peuvent, en rendez-vous avec la personne de l'entreprise qui est leur contact, travailler sur une simulation, travailler sur les besoins de l'entreprise et donc initier plein de sujets de conversation et encore une fois, permettre aux clients de se projeter. Ensuite, ils peuvent mettre à disposition l'outil, tout simplement, en envoyant le lien et toutes les possibilités de simulation aux prospects. Et donc, en les laissant, j'ai envie de dire, s'amuser avec le produit. Pour moi, c'est là que l'outil devient un outil plaisir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos prospects qui vont eux-mêmes aller s'installer dans le bâtiment. C'est-à-dire que la personne qui gère les échanges avec le broker va aller travailler dans le bâtiment. Et là, ils s'approprient complètement leur futur lieu de travail. Et donc, même sans parler des possibilités de démarches internes participatives dont les autres intervenants m'ont parlé aujourd'hui, tout simplement en permettant de se projeter à une personne, 2 personnes, de s'approprier l'actif, on capte l'attention du prospect. Parce que chaque moment qu'il passe à se projeter dans notre produit, dans notre actif, il ne le passe pas à penser à un autre actif. Merci, et Hélène. tout ça, si je peux rajouter tout ça, je pense que c'est possible parce que le partage entre les brokers, entre les clients est vraiment simple. C'est un lien, c'est sur Internet, il n'y a pas besoin de télécharger d'outils, pas besoin de s'envoyer des notifications compliquées. Donc je pense que le partage très simple fait que c'est accessible à tout le monde. Merci Hélène. Juste Thibaut et Hélène, vous avez
Cédric qui est là, hein, qui est, je rappelle, le cofondateur de Realize 3D. Si vous aviez un rêve, une demande à lui formuler, c'est le moment. Qu'est-ce qui vous manque? Alors moi, ce que mon rêve, Oh là là. non, mais il le sait un peu, et puis il travaille dessus. On a un sujet aujourd'hui avec la progression du BIM. Le Ouais. BIM en conception aujourd'hui est quelque chose qui est, on va dire, quasiment intégré par l'ensemble de notre écosystème. Le BIM en exploitation, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Nous, on est en train de réceptionner nos premiers projets full BIM de bout en bout avec un DOE en BIM. Ce qui veut dire que derrière, ça va se généraliser. Le BIM en exploitation. Et donc, nous, notre rêve, et je pense que c'est aussi le rêve des asset managers, aussi le rêve des directeurs immobiliers, c'est d'avoir un environnement full BIM de bout en bout qui suit aussi bien l'aménagement, l'exploitation, l'entretien des équipements et qu'on puisse avoir tout l'historique du bâtiment qui en permanence soit mis à jour à la fois sur la partie technique et sur la partie d'aménagement des plateaux et avec tout ce qu'on peut imaginer derrière comme usage. Eh bien, c'est un beau souhait. Et effectivement, enfin, en même temps qu'on a rationalisé et développé la nouvelle plateforme voilà, du Real Planner, effectivement, le BIM, surtout chez Bouygues Immobilier, où il y a vraiment une culture du BIM qui a été instaurée et engagée depuis plusieurs années, maintenant depuis 2 ans, on sent qu'il y a de véritables attentes chez tous les acteurs, qu'il y ait une sorte de rationalisation de l'usage de la maquette BIM, tout comme nous, on arrive à faire, à partir d'un même modèle 3D, à faire, disons, toutes les 10 grandes étapes qu'a mentionné Francesco. L'idée, c'est de plus, disons, se passer, enfin, de plus modéliser à partir de plans DWG ou de maquettes BIM directement un bâtiment en 3D, c'est de tirer profit de la matière. Et donc ça, on sait qu'à horizon T4 2020, ce sera possible à nos abonnés de la plateforme de pouvoir charger par eux-mêmes les structures BIM des différents niveaux qu'ils auront reçus de la part de leur bureau d'études BIM. Donc ça, on va pouvoir faire la grosse mise à jour qui est prévue pour septembre. Voilà. Ok, Donc c'est un Cédric. vœu qui est déjà en bon chemin. On a bien noté l'engagement et le délai. Merci Christian. Donc là, on était vraiment dans la commercialisation. Donc moi, ce que je retiens, hein, c'est que c'est un outil qui permet de donner à voir avant de construire à toutes les parties prenantes. Et ça, c'est important. Et de partager ce projet. Et j'ai même entendu Hélène qui parlait de plaisir. Donc c'est un outil qui aussi facilite l'échange entre toutes les parties prenantes. On va passer dans un autre volet de l'utilisation de l'outil, qui est de la conception, de la co-conception des espaces tertiaires avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les collaborateurs. Donc, c'est sur le projet, le très beau projet de siège d'Orange à Issy-Moulineaux. Donc, je vais peut-être passer la parole en premier à Constance Capdenac, qui va peut-être nous dire 2 mots sur ce projet. Oui, rapidement, c'est un gros projet, c'est 56 000 m², donc il n'y en a pas tant que ça à Paris et banlieue très proche. Et c'est le projet de changement de siège d'Orange, avec beaucoup d'ambitions derrière, évidemment, qui sont des ambitions de transformation du groupe, d'accélération collective, mais également de mélange de population opérationnelle et de population fonctionnelle assez classique dans un siège. On est sur les directions financières, juridiques, RH, etc. Mais volontairement, nous avons également dans ce siège tout ce qui est les forces commerciales entreprises qui vont également rejoindre le siège avec des call centers, avec des commerciaux, avec du back-office, etc. Et donc, c'est pour nous une grande aventure immobilière, bien sûr, puisque 56 000 m², c'est un truc, mais surtout une grande aventure humaine avec une grosse transformation, une transformation culturelle, parfois importante, particulièrement pour les fonctions support, qui vont toutes sortir d'un bureau individuel fermé vers des espaces dynamiques, et puis un mélange entre 2 populations qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer au quotidien.
Et comme on le fait de plus en plus au sein d'Orange, et comme c'est la culture du groupe que de travailler en concertation, en participation des salariés. Alors, pour vous donner juste un exemple, c'est la raison d'être d'Orange qui a permis aux 150 000 salariés d'Orange, s'ils le souhaitaient, de participer à l'écriture de cette raison d'être. Et ben, de la même façon, on a voulu que les 3 000 salariés que va accueillir le siège participent à l'aménagement de leurs espaces, le co-construisent. Alors attention, hein, co-construire dans des cadres, dans des règles, parce qu'ils n'allaient pas tous s'improviser architectes, hein, évidemment, mais néanmoins qu'ils aient leur mot à dire, qu'ils aient des choix à faire et qu'ils puissent ainsi avoir leur quartier qui ne soit pas forcément le même que le quartier d'une autre direction et qu'ils, en même temps, s'approprient évidemment les espaces dans lesquels ils allaient vivre. Et dans cette démarche qui je trouve très, très ambitieuse et originale, comment vous avez utilisé Real Planner et comment vos partenaires de Colliers sont intervenus? Alors, d'abord, on voulait donc co-construire, on veut toujours d'ailleurs, on continue à co-construire le siège à 3000. Et donc, on s'est dit, le microzoning, on va le co-construire aussi. Et donc là, on a eu notre partenaire, Colliers, qui a d'abord eu un grand moment de recul, puis un grand moment d'inquiétude, et puis on a trouvé ensemble cet outil qui a deux avantages. D'un côté, de pouvoir donner un cadre, ce que je disais, puisque il faut laisser aux architectes leur travail d'architecte, hein. Donc, maintenir un cadre et en même temps, de façon extrêmement conviviale, extrêmement visuelle, permettre à des ateliers de salariés de déplacer pas des cloisons, mais des meubles, de choisir les typologies de salles de réunion, de choisir les typologies d'aménagement des espaces de travail, etc. Et ça, en direct. Donc, ils visualisent immédiatement ce qu'ils font et c'est beaucoup plus convivial que des plans à plat qui sont finalement assez difficiles à s'approprier pour des gens qui ne sont pas du métier. Et donc là, il y a tout le volume 3D qui entre en jeu et il y a une visualisation de ce qu'on est en train de faire et même la capacité à se balader dans ce que l'on est en train de concevoir. Et ça, pour les salariés, c'est une façon d'adhérer au projet qui est plus que précieux. On va peut-être passer la parole aux équipes de Colliers, là, qui, comme vous l'avez dit, ont été peut-être un peu perturbées par votre démarche. Donc, comment l'outil Real Planner les a aidés à se frayer un chemin dans cette nouvelle façon de faire? Je ne sais pas, Sophie Honheiser ou Pascal. Oui, je veux bien prendre la parole si vous voulez. Effectivement, nous, on a pour habitude dans ces ateliers de co-construction, généralement, de faire sur la base de plans en 2D, de réfléchir avec les équipes pour adapter un petit peu sur la base de plan type et puis de référentiel des aménagements en fonction des besoins métiers et des équipes. Là, la grande nouveauté pour nous a été de pouvoir le faire via l'outil Realize 3D, ce qui a permis effectivement de pouvoir, pour les équipes et pour les collaborateurs de Orange, de pouvoir se projeter de façon assez rapide et assez ludique et de proposer dans un choix, dans un catalogue, dans un référentiel et donc dans une sorte de catalogue d'immobilier, de mobilier, de choisir en fonction de leurs besoins, de leur mode de travail, de leur spécificité métier, les aménagements dont ils avaient besoin. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en termes, pour nous, ça a été un outil extrêmement facilitant dans cette phase-là, qui a permis d'aller assez vite et puis d'aider les équipes à se projeter, à se rendre compte de ce qu'allait être leur futur environnement. C'était aussi un premier contact avec le futur environnement de travail pour les collaborateurs d'Orange. Donc, c'était un vrai outil d'accompagnement au changement et d'appropriation pour les équipes. Voilà. Pour ce qui est du coup de la difficulté peut-être, mais enfin en tout cas
de s'approprier l'outil. Je pense que Pascal peut en parler plus particulièrement puisqu'elle est architecte, elle. Du coup, elle a certainement un point de vue qui est différent du mien là-dessus, puisque Ouais. je crois qu'ils ont dû travailler très rapidement pour fournir les éléments à Realize 3D. Alors Pascal Bourreau, quel est votre avis? Je vous rappelle, vous êtes architecte d'intérieur chez Colliers International, donc Real Planner, ça a changé un peu votre façon de faire? Ah, Pascal Bourreau, visiblement. Pascal, on ne t'entend pas, il faut que tu mettes ton micro. Je n'ai pas mis le micro. Oui, et donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, ça a été différent puisqu'il a fallu modéliser les espaces. Donc c'est là que notre collaboration avec Realize 3D a commencé. Une fois qu'on a défini un étage de référence et qu'on a projeté cet étage de référence avec toutes les typologies d'espace sur tous les niveaux, donc on a sorti un premier micro-zoning de tous les niveaux. Et là, on a travaillé en étroite collaboration avec Realize 3D pour modéliser et passer en 3D la totalité des espaces de travail, donc 30 000 mètres carrés. Voilà, donc ça a été un gros travail qu'on a dû faire dans un temps relativement court parce qu'on était tenu à un planning en particulier, un planning de communication aux instances sociales. Et donc, il fallait que tout ça soit prêt pour commencer les ateliers. Donc, il y a eu vraiment un jeu d'échange sur une période courte quotidienne en flux tendu avec Realize 3D et on a pu mener à bien donc, cette modélisation dans un premier temps, ce qui nous a permis de lancer les ateliers. Et donc, les ateliers eux-mêmes, alors en fait, ça s'est passé, donc si j'explique un petit peu, ça s'est déroulé sur une période d'1 mois. Sur cette période d'1 mois, on a mené 25 ateliers. On a touché, Constance, 750 collaborateurs, je crois. Juste, il faut noter que ces ateliers duraient une demi-journée. Voilà. Et qu'il y a eu 750 salariés qui se sont mobilisés chacun une demi-journée, ce qui est quand même une grosse mobilisation dans les ateliers eux-mêmes. Donc, dans ces ateliers, donc effectivement, une demi-journée, on a organisé les ateliers en 3 groupes de 10-12 personnes. Et donc pour animer ces 3 groupes étaient présents un consultant, un architecte et un manipulateur, enfin ou opérateur, je ne sais pas comment on l'appelle Realize 3D, pour permettre aux collaborateurs de se projeter dans l'espace et dans leur espace propre, puisqu'on avait tout modélisé, on a modélisé tous les quartiers, donc en fait, ça a permis aux collaborateurs de faire une visite virtuelle, dans un premier temps une visite virtuelle, de leur propre espace. Vraiment, l'intérêt, c'était qu'on travaille pour chaque équipe sur son propre espace. Donc, les gens ont pu comme ça prendre connaissance des espaces dans un premier temps et dans un deuxième temps, agir sur les configurations d'espace, toujours par le biais, parce que bien sûr, on ne pouvait pas imaginer dans ces ateliers que chacun puisse manipuler. Donc, par le biais de cet opérateur, chacun ou chaque équipe a pu agir, avoir une action sur l'aménagement de ces espaces en fonction des typologies d'espaces choisis préalablement dans le contexte de l'atelier aussi. Et donc, à l'issue de ces ateliers, on avait en général par équipe 2 à 3 scénarios. Ouais. Et donc après, on a fait voter les préférences dans chaque équipe pour lequel des 3 scénarios. Et donc, pour vous donner aussi une idée, on a eu près de 1000 salariés qui ont voté, ce qui fait qu'on a eu pratiquement la moitié des salariés qui vont habiter dans le siège qui ont participé à ce micro-zoning co-construit, si on peut dire, via cet outil. Ce que je retiens là, de Real Planner, c'est qu'effectivement, c'est un outil de transparence, puisque tous vos collaborateurs ont pu travailler sur leur aménagement futur dans le siège. C'est une appropriation, c'est ce que vous dites. Le fait qu'ils participent, ils vont s'approprier et risquent moins d'avoir des remarques, des envies une fois qu'ils seront arrivés, puisqu'ils auront fait les choix. Et pour l'avoir pratiqué à une plus petite échelle sur notre siège, c'est aussi une garantie de bon fonctionnement dès l'arrivée des collaborateurs qui s'approprient les espaces et qui sont chez eux beaucoup plus rapidement. Alors, ça, on l'espère, on n'a pas encore aménagé, donc on vous racontera. Ça arrivera un jour, ne vous inquiétez pas. Je vais vous poser 2 questions, Constance Capdena. La première, comme tout à l'heure, si vous aviez une demande à faire à Cédric Juteau, qui est le cofondateur de
Realize 3D ou c'est quoi? Allez-y, hein, visiblement, il prend en note toutes nos demandes aujourd'hui. Exactement. Mais là aussi, il le sait. La demande, c'est que… Alors, en fait, on a eu une petite difficulté au moment de présenter les 3 scénarios en statique, qui étaient 3 plans statiques, évidemment, puisque là, on n'avait plus l'outil pour passer en sondage à l'échelle, évidemment. Et c'est vrai que le rendu sur plan statique, à ce moment-là, pour des béotiens qui étaient les salariés, hein, pas pour… voilà, était peut-être pas assez parlant, et en tout cas les différences entre les 3 scénarios n'apparaissaient peut-être pas suffisamment clairement sur ces plans qui étaient eux statiques, évidemment. Donc dans la démarche de co-construction, disons que cet aspect vote à distance supporterait des plans plus explicatifs. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi, Constance. Et effectivement, cette expérience de co-conception à l'échelle de 1000 collaborateurs a été vraiment un véritable stress test, disons, pour vérifier la solidité de notre plateforme. Ça a été quelque chose d'assez majeur et on s'est rendu compte, disons, des points faibles qu'on a corrigé, disons, par la suite. Et sur la lisibilité des restrictions de plan, c'est aussi un travail qu'on avait identifié à faire au niveau de Colliers, puisque eux aussi utilisent les retours des ateliers pour pouvoir faire évoluer eux-mêmes en tant que sachants et techniques leurs propres propositions. Et donc, dans le cadre des gros travaux qu'on a menés sur l'édition 2020 de la plateforme, ces 2 points ont été largement traités. Et je pense qu'ils vont toujours être soumis à évolution, puisque plus on s'adresse à une large strate de la population des futurs occupants, plus il faut réussir à rendre intelligible une donnée technique complexe avec un langage pédagogique, ludique et simplifié. Et le point dont traite Constance, c'est que sur 2 plateaux d'à peu près 6000 m², il y avait quand même 80% de configuration qui était identique, mais il y avait de l'emplacement de bench spécifiques qui étaient différents, des bulles de 2 qui étaient devenues des bulles de 4, et donc à partir de là, c'est vrai qu'il y avait un problème de lisibilité pour bien mettre en exergue les éléments différenciants au niveau de la configuration des espaces, et pas forcément au niveau du master plan complet qui lui était déjà validé, disons, d'origine, mais c'est vraiment sur les points de détail que les points de visibilité étaient les plus compliqués. Encore une fois, une réponse à l'image de celle fournie à Thibaut, c'est quelque chose sur lequel on travaille en permanence, et il est évident que pour nous, cette expérience-là, vraiment au-delà de l'expérience humaine, de faire travailler 750 collaborateurs, travailler avec Colliers, avec Orange, avec un planning extrêmement contraint et avec un volume de collaborateurs cibles extrêmement important, ça a été une source d'apprentissage majeure pour nous pour pouvoir comprendre le métier de chacun, les attentes de chacun, et aussi bien porter notre plateforme à un niveau supérieur de technicité et de fiabilité, quoi. Donc, encore une fois, ça, je les remercie, et elles le savent très bien, toutes les 3, que vraiment cette expérience pour Realize 3D et même pour mes équipes, aujourd'hui, on n'a plus fait, disons, de campagne de co-conception de cette ampleur-là, et vraiment, ça nous a porté à un autre niveau de compétences, quoi. Voilà. Merci Cédric. Alors, je voudrais, avant de plaisir. prendre quelques questions, l'occasion est trop tentante de poser une question qui n'a rien à voir avec Real Planner à Constance Capdona, qui, je rappelle, est vice-présidente marketing, communication et digital Orange. Est-ce que vous pensez que ce qu'on vient de vivre avec le confinement, c'est-à-dire ce télétravail généralisé, pour information, chez Bouygues Immobilier, le nombre de communications Skype a été multiplié par 60 en une semaine. C'est-à-dire que tous les collaborateurs qui traînaient des pieds avant pour utiliser Teams, hein, qui est l'outil qu'on utilise, ou Zoom, se sont mis massivement et l'utilisent de manière régulière. Donc, comment vous pensez que ces 2 mois d'habitude qui ont été prises vont perdurer, et vous pensez également, au-delà de cet usage de télécom, que ça va, comme vous avez cette double casquette, ça va avoir un impact sur la conception des immeubles de bureaux de demain? Je pense que votre réponse va intéresser Thibaut aussi. Alors, d'abord, je vais commencer clairement par dire je ne sais pas, et je crois que nous ne savons pas.
ce qu'on voit se dessiner aujourd'hui, en tout cas dans la population orange, c'est évidemment une prise de conscience qu'on peut tous travailler en télétravail, même des métiers qu'on pensait vraiment très difficilement manageables, on peut dire, en télétravail. Donc, à part évidemment les commerciaux qui sont en front et les techniciens qui, eux, étaient en PRA, en continuité d'activité, en PSA, pardon, en continuité d'activité. À part eux, les autres, y compris des fonctions comme la trésorerie ou la salle des marchés, ils ont fonctionné moins bien, mais ils ont fonctionné et ils fonctionnent encore en télétravail. Donc, ça a été une grosse prise de conscience avec beaucoup de points positifs, une courbe d'apprentissage du digital qui est allée à toute vitesse, avec beaucoup de points positifs qui sortent spontanément de la part parce qu'évidemment, en tout cas, les 3000 qui vont venir à Bridge, on les interroge beaucoup sur ce sujet pour voir un peu comment les choses vont évoluer. Et donc, il y a vraiment un grand goût pour le télétravail, avec les freins qu'on connaît tous, c'est-à-dire respect, équilibre, vie pro, vie perso, surtout en ce moment avec les enfants qui courent de part et d'autre, etc., ce qui sera peut-être moins réaliste après, enfin moins réel après. Mais il y a également des angoisses d'isolement et des angoisses particulièrement du côté des managers qui sont, comment dire, qui sont décontenancés de ne pas être en constante et perpétuelle interaction avec leurs équipes. Et donc, ça les interroge énormément et ça peut les angoisser beaucoup. Donc, on se retrouve avec un double mouvement. D'un côté, et je pense que ça va s'installer, alors Orange était en avance, on était déjà sur un accord national de 2 jours de télétravail possible par semaine, mais c'est quelque chose qui va s'installer, se généraliser, voire aller peut-être plus loin que 2 jours. Donc ça, c'était évident. Et puis, de l'autre, un mouvement d'angoisse, d'inquiétude, de peur. Alors, on a reçu beaucoup, par exemple, de la part de la DRH d'Orange, de sondages nous demandant si on allait bien, parce qu'il y a eu une angoisse de garder le lien, de garder le point de contact, et puis une angoisse du côté de certains managers qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur équipe ensemble. Je pense que ça va avoir une influence sur les espaces de travail, c'est sûr. Il va y avoir moins de monde, sûrement, mais il va y avoir une demande de collaboration, de rencontre, du fait que dans ces espaces, il doit se passer toujours quelque chose, qu'il doit y avoir du partage. Et donc, je pense que les espaces de travail vont être plus que jamais nécessaires, même si leur occupation sera très différente de ce qu'on fait aujourd'hui, ou en tout cas un peu différente. Ça va dépendre de la culture des groupes. Et je pense que, et c'est ce qu'on est en train de regarder, qu'il faut concevoir les espaces de travail post-Covid de façon très flexible, qu'il y ait une possibilité de plusieurs usages dans un même espace et qu'on voit celui qui est le plus demandé. On va être beaucoup dans la reconfiguration, dans l'évolution perpétuelle. Alors, on ne pourra pas, transformer un restaurant d'entreprise en autre chose, quoique le restaurant d'entreprise pourra servir à faire des réunions. Enfin, je pense que d'essayer de se poser la question de chaque espace doit avoir au moins 2 usages, voire 3, et je pense la bonne façon d'appréhender la suite avec toute l'ignorance qu'on a sur cette suite. Parce que cette flexibilité va permettre de bien s'adapter à ce que les salariés vont attendre, et ils vont attendre, c'est évident, des choses différentes. Super. Très bonne réflexion. Je pense qu'on partage cette relation au télétravail. Thibaut, une réflexion de ton côté? Je rappelle que Thibaut Vidal est l'un des dirigeants du tertiaire chez Bouygues Immobilier. Thibaut, tu es là? Oui, il est déjà parti.
Je partage complètement ce qu'a dit Constance. Depuis un certain temps, ou un temps certain, on a vu une modification des attentes par rapport aux espaces de bureau. Du bureau cloisonné au bench open space ouvert avec des bureaux fixes, du flex. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui nous manque les uns et les autres, c'est quoi? C'est des espaces de rencontre, de partage, de convivialité. Donc, c'est à la fois des salles de réunion, des cafés contemporains, des lieux qui vont être différents, des usages qui vont être différents. Et quand on parle de l'utilité, de la transformation d'un RIE en salle de réunion, de la même façon, demain, l'auditorium qui est, quand on réfléchit aussi en termes d'impact du bâtiment et de RSE, un auditorium d'entreprise qui peut être nécessaire dans certaines organisations, mais qui est utilisé, on va dire, de manière temporaire, partielle, et en tout cas, de manière certaine, qui n'est pas utilisé le week-end. Comment est-ce qu'on fait demain pour avoir des immeubles de bureaux qui soient beaucoup plus poreux entre le quartier et le bureau, pour qu'il y ait un réel usage à la fois pour l'entreprise, pour le quartier, pour la ville qui soit démultiplié, qu'on construise sûrement moins et mieux demain, avec des usages qui soient plus pertinents. Et également, ça sera des sources de revenus pour les entreprises dans le cadre du coût immobilier, en plus du plaisir des collaborateurs, qui est sûrement ce qui doit nous guider tous demain dans nos réflexions pour pouvoir conserver et attirer les talents. Merci Thibaut. On s'est un peu échappé là du Réel Planner, mais on voit qu'avec tous ces espaces qu'on va vouloir de plus en plus flexibles, évolutifs, je pense qu'on aura besoin d'outils comme ça pour prendre ces décisions-là. Donc, je vous remercie tous pour votre participation et vos échanges. Je crois qu'on peut prendre quelques questions. Alors, je ne sais pas où elles arrivent. Alors, je trouve pas sur Zoom où ça s'affiche. Alors, normalement, elles sont en dessous. Bonjour, merci à tous encore une fois. Elles sont en dessous. Je vois que pour l'instant, on n'a pas de… Guillaume, vas-y, tu peux peut-être les poser. Alors, j'ai prêté attention et apprécié particulièrement les échanges. Non, mais si tu vois les questions, J'entends bien, non, mais pour l'instant, j'ai pas de la section Q&A où habituellement, c'est là que ça peut se passer. Enfin, habituellement, là qui est dédié. Là, je n'ai pas de questions de la part des gens qui suivent. Peut-être qu'on a été très clair. C'est la première fois qu'on a autant de personnes pour pouvoir s'exprimer sur un sujet, donc c'est vraiment très pratique et très agréable d'avoir autant de points de vue. Et j'espère en tout cas que ça a été clair pour tout le monde. J'avais peut-être de nouveau à Cédric, une nouvelle question. C'est quoi la vision de Realize 3D sur cet outil à 2 ans? C'est être… alors 2 ans, c'est à la fois long et court, mais concrètement… c'est être vraiment devenir une plateforme, vraiment devenir un outil qui va permettre à l'ensemble des acteurs d'un même projet immobilier de pouvoir vraiment échanger et communiquer autour de la vie du bâtiment. Donc, ça veut dire que c'est vraiment prendre l'actif, le mettre au centre de la plateforme et que automatiquement, elle permette de distribuer les différentes informations, les différents besoins. Et concrètement, notre ambition, je dirais, à court, moyen terme, c'est vraiment toute la partie BIM, exploitation, capteur, pour pouvoir en fait enrichir l'algorithme en temps réel, d'avoir la capacité de pouvoir fournir, je dirais, quotidiennement des solutions d'aménagement sur la base de la manière dont les utilisateurs vivent le bâtiment. On voit bien avec les échanges d'Orange, de Thibaut, qu'un bâtiment de bureau hier, demain, ça va devenir un lieu de vie aussi bien pour les occupants, mais aussi bien pour les gens qui habitent autour de ce bâtiment-là. Et donc, il va avoir véritablement un besoin, disons, d'évolutivité. L'exploitation, pour nous, à moyen long terme, c'est notre objectif. C'est vraiment de pouvoir être la plateforme de distribution à la fois des informations issues de capteurs, des informations remontées par les utilisateurs, des informations fournies par un algorithme qui s'adapte automatiquement aux contraintes légales et législatives et maintenant sanitaires au contexte, disons, national ou territorial dans lequel il s'inscrit. Donc, pour nous, tout cela, c'est vraiment
une plateforme agnostique sur ces données d'entrée, BIM, SketchUp, Revit aussi bien, et surtout qui permet de pouvoir distribuer de l'information à tous les acteurs et quelque part une plateforme intelligente. Et ça a toujours été notre credo chez Realize 3D depuis maintenant 4 ans. C'est vraiment au-delà d'être un outil contemplatif de la solution d'aménagement, c'est devenir un outil proactif qui va comprendre la manière dont les gens exploitent, utilisent le bâtiment, vivent dedans pour pouvoir permettre d'enrichir et d'apporter toujours une solution la plus optimale immédiatement, quoi. Voilà. Là, le sujet, bien sûr, du talk, c'était l'intervention de Real Planner sur Realize 3D consacrée à tout ce qui concerne, on l'a vu, la commercialisation et la co-conception d'immeubles de bureaux. Oui. Realize 3D, ce n'est pas que le tertiaire, il y a aussi d'autres territoires sur lesquels vous allez, le quartier, le résidentiel. Et on a le quartier, le résidentiel. Le résidentiel, on a à peu près la même logique de configurateur. Bientôt, vous aurez la possibilité de voir l'une de nos réalisations sur le configurateur de logement. Sur le territoire, c'est une activité plus discrète dans notre, dans notre business, mais cependant, on a la même logique, coupler les technologies 3D avec les plateformes web, avec les plateformes SaaS, et qui permet vraiment aux EPA, aux acteurs publics de pouvoir enrichir par eux-mêmes un socle 3D territorial, valoriser l'évolution de leur territoire, comprendre et faire comprendre à leurs administrés, la direction de leur territoire, les politiques d'infrastructure, et ensuite d'avoir une politique, alors je dirais d'archives numériques, mais c'est pas très beau comme terme, c'est d'avoir une sorte de patrimoine numérique, leurs jumeaux numériques de leur territoire, et aussi avec la volonté d'intelligence, avec la volonté de pouvoir simuler est-ce que je construis du résidentiel, est-ce que je construis du bureau, est-ce que je construis de l'activité, et comme ça, à l'échelle d'un territoire, avoir vraiment une capacité projective. Je sais que Francesco est est l'acteur dans la société qui a ce thème le plus à cœur, et quand on voit le travail qu'on réalise avec le PA Paris-Saclay sur l'échelle de 1000 hectares, on se rend compte que la direction, qu'on avait anticipée il y a maintenant 2 ans, est clairement celle désirée par le PAPS, parce qu'ils ont besoin de cette capacité projective, capacité de simulation, et en même temps d'avoir cette sorte de plateforme de business intelligence qui leur permet d'agréger les données de capteur environnemental, des données foncières, des données économiques, et de pouvoir la distribuer auprès des différents acteurs avec lesquels ils travaillent, que ce soit les promoteurs, les organismes de formation, les collectivités régionales, et puis les gens qui vivent sur le territoire, tout simplement, quoi. Merci Cédric. Merci à vous. On en termine là, en vous remerciant tous, en remerciant le MIPI de nous avoir permis d'avoir ce Daily Talk, et puis de vous souhaiter à tous prenez soin de vous, déconfinez-vous autant que possible à partir de lundi. J'espère que c'est ce qui va être confirmé dans l'après-midi. Et puis, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire avec de tels outils pour nos clients, pour nos collaborateurs, et puis l'ensemble des acteurs du monde de l'immobilier qui sont en train d'inventer des nouvelles façons d'utiliser les bâtiments et de partager, de concevoir ces usages avec leurs utilisateurs. Merci à tous. Merci à vous tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.